Ouverture ce mercredi à Conakry du Forum des médias et du dialogue interculturel sous le thème « Porter la parole, libérer l'écriture ». L'objectif est de mener une réflexion critique sur les différentes œuvres littéraires. Parallèlement à ce forum, l'émission Papier Plume Parole de la télévision nationale célèbre ses 32 ans d'existence. Compte rendu, Idrissa Bari, Aboubakar Din Kamara. Ils sont plusieurs intellectuels venus d'horizons différents à prendre part à ces 3 jours de réflexion à travers le Forum des médias et du dialogue interculturel. Des hommes de lettres et de célèbres auteurs vont tout au long du forum animer des panels axés sur la littérature, la langue de création et quelques ouvrages d'écrivains. Pourquoi dialogue interculturel? Parce que vous avez plusieurs nationalités aujourd'hui qui sont réunies ici dans la capitale guinéenne pour parler de livres, pour parler de journalisme. Donc les journalistes sont invités à venir, ceux qui font la culture, à écouter les grands journalistes qui sont venus. Et puis bon, voilà, c'est la Guinée qui gagne. L'objectif de ce forum est de mener une réflexion publique à plusieurs voix et de la faire partager entre journalistes, écrivains, chercheurs, intellectuels et auteurs africains. Une initiative bien appréciée du ministre de la Communication. Je souhaite donc que la rencontre d'aujourd'hui soit un moment d'éclat, un moment de voyage dans cette région cruciale de l'âme, comme disait un écrivain, où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Depuis 32 ans, l'émission Papier Plume Parole de la RTG reçoit sur son plateau des auteurs et des intellectuels pour partager avec les téléspectateurs le contenu de leur œuvre littéraire. Parmi eux, l'auteur du célèbre roman Le Cercle des Tropiques, Alim Fantouri. Les cadres qui ont eu la chance d'être instruits, d'avoir la possibilité de servir leur nation, par leurs moyens, pour que ce soit l'écriture dans leur vie quotidienne, de se dire toujours « Je ne suis pas seul, derrière moi il y a des millions d'êtres humains qui ont besoin de moi ». Je le souhaite à tous les jeunes ici de se dire toujours « On ne réussit jamais seul, quand la pourriture est sous les pieds ». Ce forum se tient dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Pour les organisateurs, cette rencontre doit servir de cadre d'échange pour enrichir les uns et les autres dont l'intérêt est guidé par les attentes du public et l'urgence des débats sur de nombreuses questions d'actualité. Parlons encore écriture avec cette célébration de la Journée internationale des écrivains. Ce mardi, au Club culturel franco-guinéen, de nombreux écrivains se sont donné rendez-vous pour échanger autour d'œuvres littéraires. Cette rencontre intervient alors que le prix Grand Baobab 2017 vient d'être décerné à notre compatriote écrivaine Djenaba Koumanchon Diallo. Mohamed Valek Touré, Mamadou Souma. C'est devant une vingtaine d'écrivains guinéens que cette journée a été célébrée. Un vibrant hommage a été rendu aux hommes de plume. L'initiative est du club littéraire avec pour objectif de créer un espace d'échange, de découverte entre jeunes étudiants et élèves et les hommes de lettres. La célébration de cette journée pour l'année 2017 intervient à un moment où la Guinée, par le grand investissement des acteurs du livre, est désignée par l'UNESCO comme capitale mondiale du livre 2017. Ainsi, nous avons accueilli le monde entier et continuons de le recevoir pour une riche aventure littéraire. La journée est placée au centre du livre qui est un élément transformateur de la société et de la pensée humaine. Ce florilège a permis à ces jeunes élèves et étudiants de connaître quelques écrivains guinéens, leur biographie ainsi que de quelques extraits de leurs œuvres. Le commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre, a invité les jeunes à accorder de l'importance aux écrivains à travers leurs œuvres. Nous sommes dans la semaine de la citoyenneté. Nous devons tous lire. Si nous ne lisons pas, nous ne pourrons pas être demain des citoyens de qualité. Voilà le message. Le livre permet à l'homme de comprendre l'importance de la paix, de la liberté et les conséquences de la guerre. Il serait alors opportun de dire que cette journée doit interpeller les jeunes à s'investir dans la lecture. Voilà entre autres messages lancés à l'endroit des jeunes. Enfant fois les compétitions interscolaires telles que les petits champions de la lecture, le concours des orateurs, ainsi que Florilège, qui est une grande première du genre en Guinée. Initié depuis 3 ans, Florilège est un véritable travail d'exhumation. Je mets exhumation entre griffes, veuillez m'en excuser, cher écrivain.
Cette rencontre était aussi marquée par la remise du prix du meilleur baobab 2017 à l'écrivaine guinéenne Zenabou Koumanchoum, auteur de plusieurs œuvres. C'est une grande fierté, c'est une reconnaissance pour moi. C'est la reconnaissance de tous les efforts que nous avons eu à fournir depuis tant d'années aujourd'hui. Et le prix, comme je l'ai dit tantôt, je le dédie à toutes les femmes écrivains. Dans l'actualité encore, comment mettre fin aux mutilations génitales féminines en Guinée? La question était au centre d'une conférence de presse animée ce mercredi à Conakry. Plusieurs représentants venus des pays de la sous-région prennent part à cette rencontre. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. La dernière enquête sur les mutilations génitales féminines en Guinée remonte en 2012. Elle classe la Guinée au 2e rang mondial derrière la Somalie avec un taux de 97% des femmes excisées. 5 ans après, aucun rapport sérieux, aucune enquête n'a été menée pour évaluer les différentes actions réalisées sur le terrain. Cela prouve à suffisance qu'en dehors des discours officiels, la lutte contre les MGF est loin d'être une priorité du gouvernement, en particulier le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Pourtant, au dire des experts, cette pratique a de nombreux inconvénients pour les femmes. Raison pour laquelle le conférencier exhorte le gouvernement à consacrer une partie des 20 milliards de dollars obtenus dans le cadre du partenariat avec la Chine dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Une femme qui a les fissures, qui est rejetée, qui est enfermée, personne ne la voit. Quand vous prenez les 20 milliards, vous mettez le bikini, ça donne quoi? Ça donne rien, parce qu'elle ne marche même pas. Elle voyage pas. On a fait des ponts, mais elle n'est jamais sur le pont. Elle ne est sur le pont que quand elle est dans un brancard. Je pense que l'une des priorités aujourd'hui, c'est l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. À Conakry et à l'intérieur du pays, l'excision et les mariages précoces se font au su et au vu de tous, en dépit des conséquences qu'ils représentent pour la couche féminine. Pour de nombreux observateurs, éradiquer cette pratique fortement ancrée dans nos coutumes nécessite des actions fortes sur le terrain et non des discours officiels. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, après l'annonce de sa grève prévue le 13 novembre prochain, constate avec regret une contre-déclaration lue sur la télévision d'État. Le bureau exécutif du SLEG s'est réuni en Assemblée générale ce mercredi pour apporter un démenti sur le bien fondé de celle-ci. Les membres de la plateforme récusent le secrétaire général qui, selon eux, reste un démissionnaire de leur structure syndicale. Explication Mamadou Kadja Diallo, Aliouba. La grève amorcée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée connaît des difficultés. Pour cause, les dissensions éclatent à moins d'une semaine du lancement du mot d'ordre. Une contre-déclaration est passée sur les ondes des médias d'État. Elle est signée par le secrétaire général de la même structure. Une dissidence interprétée par le reste des membres comme une tentative de déstabilisation du SLEG. M. Sabani est un démissionnaire. Un secrétaire, d'abord le poste de secrétaire général est un poste électif. Le poste de secrétaire général adjoint est aussi un poste électif. Ce n'est pas un élu qui révoque un élu. C'est la base qui révoque, sur une base purement textuelle. Et c'est la base qui a décidé de révoquer M. Sissabani de ses fonctions parce qu'il est incompétent, il n'assiste pas aux réunions, il ne défend pas la cause de la base. C'est la base qui souffre, et celui qui se met à la disposition de la base est considéré comme l'avocat de la base, de Kassa à Yomo. Le bureau exécutif recuse le mouvement de dissidence. La bataille fait rage au sein de cette instance. D'abord, c'est la base qui décide, puis on fait remonter l'information au bureau exécutif. Quelqu'un qui néglige ou qui rejette la base n'est pas de notre mouvement. Cela veut dire que cette déclaration est nulle et non avenue. J'en appelle à la conscience de tous les enseignants, de Kassa à Yomo, de soutenir ce mot d'ordre de grève. Ça y va dans l'intérêt général des enseignants. Visiblement, le bureau exécutif reste déterminé et dit être soumis aux ordres de sa base. Le SLEG, en dépit de cette vague de contradictions, cherche à éliminer quelques zones d'ombre. Si Savané, vous n'êtes pas sans savoir que la grève du mois de février 2017, il a accepté, signé, levé le mot d'ordre de grève sans consulter la base. Et quand on parle d'un syndicat, c'est pas toi, tu n'es qu'un représentant. Les responsables du SLEG comptent bien barrer la route à ce mouvement de contestation comme la prunelle de ses yeux.
Ils tiennent à l'unité pour le respect de la plateforme revendicative déjà sur la table du gouvernement. Le bureau exécutif du SLEG sur sa plateforme revendicative exige du gouvernement l'application des 3 points qui lui sont essentiels, tout en appelant aux enseignants et chercheurs de Guinée au respect effectif de ce mot d'ordre de grève à compter du lundi 13 novembre prochain. On écoute le secrétaire général adjoint du SLEG au micro de Kadia Diallo. Pour le syndicaliste, la grève, c'est la dernière arme. C'est l'arme ultime. Parce que si le gouvernement reste réticent, nous, notre arme, c'est la grève. La grève, on reste à la maison. Tant que si cela, n'est-ce pas, s'ils estiment que cela est bon et favorable, n'est-ce pas, pour le développement du pays, ils croisent les bras, donc ils nous regardent tels que nous sommes. Il y a nos camarades qui sont mutés ça et là à travers, n'est-ce pas, le pays. Et il y a des camarades, n'est-ce pas, contractuels nouvellement engagés là, dont on ne permet plus, n'est-ce pas, d'être virés aux banques. Maintenant, nous exigeons à ce que, n'est-ce pas, un salaire de 8 millions aussi soit donné aux enseignants. Puisque nous aussi, nous ne venons pas à l'éducation pour nous appauvrir, mais nous venons à l'éducation pour avoir au moins le minimum. Le minimum, c'est ce que nous réclamons. Et enfin, les syndicalistes, dans leurs droits, ont été nommés sans leur avis. Et suite à leur refus, ils ont été sanctionnés, suspendus de leur fonction, suspendus, les salaires aussi, accordés à moitié. Mais cela est une aberration, c'est une injustice notoire. Les photographes guinéens sont à l'école du savoir depuis ce matin, une initiative des rencontres cinématographiques du Guinée, RECIG, en partenariat avec l'Office national de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie, le NACIG et Conakry, capitale mondiale du livre. Mariam Fodé Camara, Mamadou Aliouba signe le compte-rendu. Cet espace d'échange entre les différents acteurs du milieu du cinéma et de l'audiovisuel a été créé en 2007 pour redorer le blason du secteur. Les organisateurs ont mis l'accent cette année sur la formation des membres. Les rencontres cinématographiques de Guinée ont été créées parce qu'il y avait un besoin pressant de diffusion de nos films. C'est dans cette optique qu'on a créé les rencontres cinématographiques de Guinée. On consacre cette 4e édition la formation. C'est le chef de cabinet du ministère de la Culture qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Molota Camara a félicité les initiateurs avant d'inviter les participants à beaucoup plus de curiosité dans les débats. La photographie a tellement bien évolué qu'aujourd'hui, personne ne peut douter que c'est un métier à ne pas prendre au sérieux parce que tout part et tout revient à la conservation de l'image. Je voudrais donc vous inviter à beaucoup plus de curiosité, parce que le formateur parle d'échange. Alors, faites-le savoir tout ce que vous connaissiez dans le domaine de la photographie, pour l'inciter à livrer le maximum de lui-même, afin qu'au sortir de cet atelier, qu'on puisse avancer d'un grand pas. Le formateur promet de partager son expérience avec ses frères guinéens pour un lendemain meilleur. Ma petite expérience et la vôtre, on a envie de dialoguer un petit peu. C'est la première fois que je viens en Afrique et je suis très fier d'être avec mes frères et mes sœurs et de partager. Je ne suis pas ici pour vous former, mais pour partager quelque chose ensemble. Et j'espère que ça serait vraiment une première étape pour le futur. Plusieurs autres activités sont prévues pour cette 4e édition du festival artistique. On en vient à cet élément annoncé dans les titres. La poterie reste une vieille tradition en Afrique. En Guinée, elle est beaucoup plus pratiquée à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Kankan. Mais force est de constater que la poterie perd peu à peu sa valeur à cause de la présence de récipients industriels sur le marché. Malgré tout, des femmes de cette ville s'activent à perpétuer une tradition séculaire. C'est un reportage grand format signé Mamadou Saliouba, Salifou Lifosissé, qui nous reviennent de la ville de Kankan. Les canaris et les fourneaux, à Kankan, nous en sommes toujours fidèles. Pas question de les oublier au profit des congélateurs, alors on les met à rang et on les chérit. Soigneusement pris,
Il attire un monde conservateur comme Mbalou Diaguitei qui prépare le mariage de sa fille. Le canari est incontournable. Je suis venue acheter un canari pour ma fille qui doit se marier. Même si son mari est riche pour s'acheter un congélateur, n'empêche qu'on l'accompagne avec un canari. La tradition l'exige. Le canari ne sert pas seulement à conserver de l'eau. Même étant de la haute ou basse classe, ici à Kankan, le canari est un objet de grande valeur. Nous avons trouvé nos parents avec les canaris. Quand tu l'achètes et mets de l'eau là-dedans, ça peut faire une semaine. L'eau est fraîche. Mais comment en est-on arrivé à fabriquer ces canaris, à leur donner cette couleur et surtout parvenir à écrire cette tendre expression? Pour le comprendre, il faut aller à Saint-Kifara, à 10 minutes de route du centre-ville de Kankan. C'est ici que tout se passe. D'abord, il faut patauger, aplatir, façonner et attendre quelques heures avant de les transporter chez la teinturière. Celle-ci s'applique durement avec de la terre rouge et les envoie ensuite au feu. Quelques heures suffisent pour que les canaris soient prêts à la vente. Dans cette famille de potiers, tous ne refusent pas les congélateurs. Mais dans un pays où l'électricité est encore un luxe, Mamadi préfère le canari. Une petite démonstration cet après-midi et une promotion de ce qui nourrit sa famille. On n'a pas de congélateur ici, comme d'habitude, nos grands-parents, eux aussi, ils avaient des canaris un peu partout. Puisque les canaris, il n'y a pas de problème de courant, ou bien il n'y a pas de manque de courant, il y a courant, il n'y a pas de courant. L'eau est bien glacée, on peut boire comme ça se doit. Dans certaines régions de la Guinée, la poterie tend à disparaître. Ici, à Kankan, elle a encore de beaux jours devant elle parce que la société veut donner une chance à la tradition avant qu'elle ne soit entièrement dévorée par la modernité. La forêt de Ziama est aujourd'hui menacée par les humains. Cette forêt classée patrimoine mondial depuis 1942 demande des actions fortes de la part de l'État, ceci dans le but de sauver plus de 1000 espèces de la faune et de la flore. Un effort qui devra s'étendre à l'équipement des gardes forestiers qui évoluent sur le terrain avec des moyens très limités et rudimentaires. Depuis Zérekoré, voici le reportage de Djibril Ba. Si l'État ne prend pas ses dispositions, la forêt et les monts Ziama, sous peu, se videraient de ces nombreuses espèces. Cette merveille se résume aujourd'hui qu'aux mots, car une vaste étendue de la forêt sollicite une réintégration ou de la conservation. La troisième série, tout à fait la série périphérique qui est jaune, a été constatée une série complètement dégradée lorsque nous prenions la forêt en main. Elle représente à peu près les 28% de la superficie totale de la forêt. À ce niveau, c'est là où il y a eu le travail le plus important. On a juste besoin des sémenciers d'espèces de haute valeur qui devraient être prélevés, remis en pépinière pour sauver les espaces qui sont complètement dégradés. Près de 100 villages entourent la forêt de Ziama. Cette cohabitation amène les corps paramilitaires, tout comme un visiteur, à s'interroger sur la nature des conséquences qui sera occasionnée par cette relation. Au-delà de ce constat, des aspects alternatifs sont plausibles, ont pensé les conservateurs. On est en train de connaître, de comprendre, de chercher la meilleure stratégie par laquelle il faut à la fois gérer la vie des hommes, mais aussi celle des animaux. Ça fait des conflits permanents. Quelquefois même, on nous agresse. Et voilà ces surveillants qui ne sont ni armés, peut-être qu'ils sont un peu entraînés, mais ils ne sont pas armés. Et ces braconniers-là sont des gens qui ont des armes de guerre. Il n'y a pas 3 jours, on a pris 2 braconniers avec 2 armes de guerre. Le combat contre le dérèglement climatique implique actuellement plusieurs États et des organisations, notamment l'Union européenne. Alors sur ce site, le défi est à relever pour les autorités guinéennes qui vraisemblablement sont moins préoccupées de l'état de ces patrimoines. Il y a la mortalité naturelle au niveau de ces animaux, donc il faut tout le temps répéter cet inventaire pour actualiser
les résultats. Ce qui fait que notre collaborateur FFI nous appuie dans le cadre du suivi de ces éléphants. La nature est la condition d'existence de l'être humain. Des mesures contraignantes devront donc tout azimut s'imposer à tout le monde pour jouir de cet acquis. Restons toujours à l'intérieur du pays pour cette fois parler de l'agriculture. Il y a 15 ans, un agriculteur de la localité de Denquin, située entre la sous-préfecture de Kolabouni et la commune urbaine de Boké, aménageait une surface pour la culture du riz afin de venir en aide aux populations de la dite localité pendant l'hivernage. Aujourd'hui, il possède un champ de riz qui s'étend sur 500 hectares, faisant de lui le seul agriculteur de la sous-région à détenir pareille surface cultivable. Grand fournisseur du riz sur le marché guinéen, Mamadou Bobo Diallo, connu sous le nom de Bobo Denquin, promet cette fois-ci une récolte plus fructueuse. Alpha Omar Baldé, Ibrahim Assouma, reportage. Le champ de riz de Denquin, qui s'étend sur 500 hectares, est une action agricole initiée et entièrement financée par un fils de la localité, qui est devenu aujourd'hui le seul agriculteur de la sous-région à posséder une aussi grande surface cultivable. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un million de tonnes de riz est fourni par les gens que vous ne connaissez pas. 1 million de tonnes, c'est plus de 70% de notre besoin alimentaire. Je suis confiant qu'on atteindra l'autosuffisance alimentaire. Je suis conscient que l'impact de tout ce qu'on fait apparaît déjà sur le marché à travers la stabilité du prix du riz. Grâce aux actions d'hommes comme lui, la Guinée est aujourd'hui le premier pays producteur de riz non étuvé en Afrique, hormis Madagascar. Ceux qui disent que le secteur agriculteur peut être, moi je dirais il est. Dans la mesure où il emploie plus de 60% des populations guinéennes pour tous les travaux que nous avons dans les villages. Donc c'est pour moi le véritable moteur de croissance de notre pays. Ça étant une variété de riz très prisée sur le marché, Bobo Denquin a tenu à utiliser un type d'engrais composite venu du Maroc, un intrant qui garantit une récolte de 24 tonnes par hectare. La récolte à laquelle je m'attends cette année, je n'ai jamais eu ce genre de production. Et dans beaucoup de lieux aussi, comme j'appelle, ils m'ont dit que vraiment c'est la même chose. Donc on remercie le gouvernement aussi qui a servi d'intermédiaire en l'office chérifien des phosphates et nous pour la fourniture de l'engrais. Denquin compte inaugurer une rizerie qu'il a construite et équipée pour la transformation du riz paddy. Un processus qui permettra la diminution du taux d'exportation de cette céréale, estimé à 300 000 tonnes par an. Un très grand pas vers l'autosuffisance alimentaire. La réparation des véhicules est une activité indispensable dans la société moderne, avec ses différentes filières, notamment la mécanique, l'électricité, la soudure ou encore la tôlerie. La réparation des véhicules est aujourd'hui un moyen efficace de gagner sa vie. À Anta, un immense garage fait sa renommée par sa diversité en matière de réparation d'engins roulants. Nos reporters ont fait immersion dans ce garage qui regroupe en son sein près de 1000 travailleurs. C'est un reportage grand format signé Abdourahmane Ba, Amar Alex Silla. Le garage Simandou. Dans Anta, ce garage abrite près d'un millier de travailleurs avec des activités différentes, mais toutes interdépendantes. Ici, nous sommes dans le hangar d'un peintre. En pleine activité, ce travailleur s'attelle à la finition de cette voiture. Pour mettre la dernière couche de peinture, les cols et papiers sont sollicités. Bon, la voiture, c'est ça là. Je fais la tôlerie, après je fais la peinture encore. Mais là où c'est comme ça, on a fini de faire la peinture. Ça reste maintenant pour mettre le noir, là où il y a le bucket, on met ça, après on donne le projet. Un peu plus loin, un soudeur s'active sur ce minibus, bien après avoir reçu les coups de génie des tauliers. Une connexion que les jeunes travailleurs pratiquent depuis février 2002, date de la création du garage. L'étendue de ce garage est presque inestimable. Les véhicules sont garés par centaines. Pas de repos ici, tout le monde est occupé chacun dans son activité respective. À cet endroit qui paraît reculé se trouve un mécanicien. Ce rôle,
changer les tuyaux percés et nettoyer les radiateurs. Une clientèle qu'il doit en grande partie aux autres mécaniciens. Mais il y a certains clients même qui viennent, ou bien il y a des amis qui l'envoient aussi. Ils sont venus un peu partout. Parce que ici c'est un grand garage, il y a beaucoup de gens qui rentrent ici, qui viennent, ils peuvent venir dans un autre travail, mais comme on fait tout ici maintenant là, quand il vient un problème, s'ils trouvaient là maintenant il y avait un autre problème, ils venaient chez nous là on fait. La réparation des véhicules avec chacun dans son domaine est un long circuit interdépendant coordonné par le chef du garage qui veille à la solidarité des travailleurs. Malgré sa grandeur et l'organisation en son sein, les travailleurs de cet espace de réparation restent tout de même confrontés à quelques difficultés. Les commerçants qui vendent les pièces ou bien qui vendent les matériels de peinture et consorts là, bon, c'est ce qui nous fatigue un peu parce qu'il y a trop de Taïwan. Les pièces, tu viens, tu montres, ça trouve que c'est pas, ça dit original, c'est pas ton défaut. Les clients viennent, ça dit décourager. Ah, mais ce que vous avez monté, vraiment, ça n'a pas duré et c'est pas notre défaut. C'est la qualité de pièces. En dépit de tout, les responsables du garage se glorifient de cette prouesse. Ils tissent de bonnes relations avec les clients et contribuent à enlever les enfants dans les rues. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Fria, la ville industrielle. Ce journal est à retrouver sur notre site espace-tvguinée.info. Merci également aux équipes en régie et en édition. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.